Bonjour à tous, je vous retrouve à nouveau pour le métabolisme de la bilirubine et c'est la troisième partie avec les compartiments différents selon le diagnostic de maladie et nous verrons aussi que il y a des nouvelles choses sur la bilirubine. Est-ce qu'elle est toxique? Est-ce qu'elle est bénéfique? Et bien maintenant, les choses, elles bougent à ce niveau-là. À bientôt pour la suite. Et une fois qu'on a défini ces trois phases, eh bien, les médecins vont définir trois compartiments avec les maladies qui vont avec, associées à chaque compartiment. Le compartiment du sang, le compartiment du foie, le compartiment après le foie. Et dans le trajet, il y aura des maladies bien particulières. Et donc, dans le premier compartiment, qui est le compartiment du sang, comme vous voyez ici dans l'image, quand, par exemple, il y a des globules rouges qui sont trop détruits d'un seul coup, eh bien, on fabrique plus assez de, comment dire, on fabrique plus de bilirubine non conjuguée, puisque la bilirubine conjuguée vient de l'hémolyse des globules rouges, de la destruction des globules rouges. Et donc, le foie, il peut pas gérer parce que sa capacité est limitée. Et donc, dans le sang, vous aurez une bilirubine non conjuguée qui augmente dans la prise de sang, ou une bilirubine indirecte, comme on dit. Mais en fait, c'est à peu près les mêmes choses, mais on verra plus tard que c'est pas la même chose. Ensuite, par exemple, dans le compartiment hépatique, on le voit ici dans l'image, quand le foie a un problème au foie, quand il conjugue mal, ou quand il y a une faiblesse d'un transporteur, eh bien, la bilirubine non conjuguée, elle s'y accumule aussi. Et c'est le cas d'une fameuse maladie qu'on appelle le syndrome de Gilbert. On dit que c'est une maladie fréquente et bénigne, mais en réalité, il peut y avoir des, comment dire, un panel de symptômes très variables chez les gens qui ont une maladie de Gilbert. Ou à l'extrême, vous pouvez avoir aussi une maladie qu'on appelle le syndrome de Crigler-Najjar, sont des troubles héréditaires. Donc, dans ces cas-là, que ce soit dans l'hémolyse ou dans la destruction des globules rouges ou quand le foie a des problèmes génétiques de problèmes de conjugaison, eh bien, vous avez la bilirubine non conjuguée qui augmente puisqu'elle n'est pas conjuguée finalement dans le sang. Ensuite, comme vous voyez dans l'image, nous arrivons au compartiment après le foie pour l'excrétion de la bilirubine. Et qu'est-ce qu'on a comme maladie associée à cette maladie, à ce problème? Souvent, c'est un problème lié au transporteur. Rappelez-vous, juste avant, j'avais dit qu'il y a des transporteurs actifs pour faire excréter la bilirubine de la cellule vers le conduit biliaire. Et ce sont des maladies comme des syndromes qu'on appelle Dubin-Johnson ou de Rotor. Et par exemple, le syndrome de Rotor, c'est un déficit complet en certains transporteurs qu'on avait dit par exemple OATP1B ou OATP1B3. Et donc, qu'est-ce que ça produit? Bah, en fait, là, la bilirubine, elle a été conjuguée. Et donc, en fait, dans la prise de sang, vous verrez des fois des bilirubine à prédominance conjuguée dans le sang. Donc, c'était l'importance de la prise de sang pour mesurer la bilirubine conjuguée ou non conjuguée. Et donc, ça va déterminer une échelle de diagnostic pour différentes maladies. Alors, peut-être que vous avez été un peu perturbé par ce que je dis, parce que quand vous lisez votre prise de sang, comme ici en haut,
vous allez voir bilirubine directe ou bilirubine indirecte. La bilirubine directe, en fait, c'est l'équivalent de la bilirubine conjuguée. C'est pourquoi on dit bilirubine directe, c'est parce qu'en fait, c'est un problème de méthode de laboratoire. Quand on dit bilirubine directe, le laboratoire, en réalité, il mesure la bilirubine conjuguée plus une partie de la bilirubine associée à de l'albumine. Je vous ai dit que la bilirubine, euh, parfois, elle est transportée dans le sang avec de l'albumine. Et ben, il mesure cette partie-là aussi. Mais en fait, c'est assez négligeable et souvent on confond direct et conjugué. Mais il y a effectivement une différence entre le dosage de laboratoire que vous avez et ce qu'on appelle réellement la bilirubine conjuguée. Alors, c'est connu des gastro-entérologues et ils savent pourquoi, et c'est ce qu'ils appellent la delta bilirubine. Mais je ne vais pas m'étendre dessus. Sachez que en général, on essaye de dire conjugué et direct. Mais les deux termes renvoient au fait que le laboratoire utilise euh, une méthode différente qui inclut la conjuguée plus une bilirubine associée à l'albumine. Mais en pratique, on essaie de lire les deux en même temps. Voilà. Alors, une dernière partie de cette vidéo, c'est la bilirubine qui est considérée comme plutôt bénéfique que mauvaise. En effet, durant les études de médecine, on considérait que la bilirubine, c'était uniquement un déchet et puis qu'il fallait pas que ça augmente trop parce qu'après, ça peut être neurotoxique et ça abîme l'organisme. Et en fait, maintenant, il y a des recherches sur la bilirubine qui disent qu'en fait, un léger taux plus élevé de bilirubine euh, est bénéfique pour l'organisme. C'est-à-dire que ça date depuis les années 80 et on a retrouvé des propriétés antioxydantes de la bilirubine à des concentrations modérément élevées. Et il paraît donc que c'est un puissant antioxydant et il a des propriétés de signalisation moléculaire hormonale immunomodulatrice. J'en parlerai dans une prochaine vidéo car c'est intéressant et parce que on a tendance à le voir comme un déchet. Donc, même les médecins, je pense que on a toujours ce réflexe-là de maladie hépatique avec la bilirubine. Eh bien, l'exemple le plus concret, c'est que euh, c'est le syndrome de Maillé-Gilbert. Il apparaît qu'il est aujourd'hui associé à une protection des maladies cardiovasculaires, des cancers et même des maladies auto-immunes ou neurodégénératives via un effet antioxydant chronique. Donc, une bilirubine non conjuguée un petit peu élevée, en l'absence de vraiment de maladies hépatiques ou de maladies plus graves, eh bien, et serait associée à une protection cardiaque et de nombreuses maladies modernes comme les cancers ou les maladies auto-immunes. Et on dit même qu'elle pourrait réduire le cholestérol. Donc autant d'effets bénéfiques pour cette molécule. Par contre, si elle est trop basse, ce serait l'inverse. Il y aurait un risque cardiovasculaire très élevé et des problèmes métaboliques plus élevés. Donc on est vraiment un changement de paradigme sur la réflexion de cette molécule en fait. Donc légèrement élevée, elle est protectrice, trop basse, eh bien elle serait néfaste, ce serait néfaste. Donc
et quand c'est trop élevé, comme dans les maladies classiques, eh bien c'est neurotoxique en fait. Donc ça occasionne des réflexions parmi les physiologistes, à savoir que peut-être que une légère augmentation de la bilirubine, c'est plutôt bien au niveau du sang. Bon, ça c'est des choses qui sont très débattues et je vais pas m'étendre dessus. On va rester sur les doses normales, on va dire. Donc c'était le docteur Carlos Polo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je pense que je referai une vidéo sur la bilirubine et les raisons euh, de ce bénéfice un peu plus élevé et pourquoi cette molécule serait bénéfique et pas seulement un déchet. À bientôt.